Voilà. Alors, c'est la rencontre pour les langues orientales et particulièrement pour le japonais. Et donc, on a deux profils invités. On va commencer par, je pense, la plus jeune, de pas beaucoup, Juliette. Oui, Donc, Juliette, profil maths, profil maths sciences. oui, Oui. Oh, tu étais bien dans une classe de S, je me trompe pas. oui, mais j'ai pas eu mon bac avec les mathématiques, hein. Voilà. Et Alice, qui vient de la STD2A, et donc un profil lettres, arts, très culture On a G. fait quand même pas mal de sciences. Hein? On a fait quand même pas mal de sciences pour mon plus grand malheur. Voilà, il y avait aussi des sciences, mais on va dire que c'est quand même en profil, tu es plutôt culture générale, beaucoup, beaucoup d'appétit. Il faut savoir que Alice, c'était quand même la personne avec laquelle on pouvait avoir une discussion au profit de nous deux seulement, dans une classe de 30 tellement elle avait de curiosité tous azimuts. Et je pense que cette curiosité, la petite Juliette l'a également à sa propre manière, mais moi, je t'ai jamais eu en cours, Juliette, donc je ne sais pas. Et Ouais, c'est notre vrai. troisième invitée, c'est Astrid, et Astrid, elle allait t'intéresser. Donc Astrid, tu es intéressée par quoi au niveau de ce qu'elles peuvent proposer? Les études de japonais? Bah, actuellement, je suis en terminale avec spécialité maths et sciences de l'ingénieur, mais je fais en effet en langue vivante 2 japonais. Donc, vous avez vu un peu le point commun. Alors, au regard de quand même l'engouement suscité par la culture japonaise, particulièrement asiatique en règle générale, on est pratiquement sûr que votre parcours va intéresser beaucoup d'autres élèves. C'est pourquoi j'enregistre, parce que sinon je vais vous appeler tous les ans pour qu'on ait la même discussion à peu de choses près. Et donc, le japonais, principalement, où est-ce que ça s'apprend? Ben, nous, on Déjà, l'apprend à l'INALCO, du coup. L'ENALCO, c'est ce que tu as fait aussi, Alice? oui. Oui. Et donc, l'ENALCO, c'est ce qu'on appelle langues orientales, c'est ça, dans le... Oui, C'est ça, Langues orientales, c'est l'ancien nom. Mhm. Maintenant, c'est INALCO, c'est pour Institut national des langues et civilisations orientales. Donc, c'est toutes les langues qui ne sont pas originaires d'Europe, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi du russe, il y a de l'inuit, il y a toutes les langues d'Afrique, d'Amérique, les langues natives américaines, toute l'Asie, enfin, Donc, ça le dépasse très largement le nom de oriental. Mais disons que quand on dit Langzhou, mon Dieu, on a l'impression de quelque chose d'inaccessible. À mi-chemin entre l'Olympe et Tulé. Donc, quelque chose qui n'est pas du tout dans le schéma, on va dire, d'un étudiant, d'une étudiante du lycée de Saint-Paul-les-Dax, mais ça pourrait être la même chose pour le lycée de Brive-la-Gaillarde. J'ai rien contre Brive-la-Gaillarde, mais on se dit que ça va être impossible. Et comment ça s'est passé pour vous? Alors, Juliette, comment ça s'est passé pour toi, ouais, pour l'accès à moi, du Langzhou? coup, l'inscription, ça a été compliqué parce qu'ils n'ont pas reçu mon dossier papier. C'est la poste, il n'y avait aucune nouvelle. J'ai envoyé 2 fois mon dossier, la deuxième fois en recommandé, et ils l'ont perdu. Alors, je ne sais toujours pas pourquoi d'ailleurs, mais du coup, j'ai dû aller le déposer directement en main propre là-bas. Et si j'ai un commentaire à faire, ce serait si vous allez à Langso, le mieux c'est de faire l'inscription très tôt. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais ça n'a pas fonctionné. Mais très tôt parce que après il faut le pass Navigo. Et le pass Navigo, ça prend beaucoup de temps pour l'inscription et pour recevoir la carte. Et c'est super important pour les déplacements en train ou en bus pour aller à l'établissement scolaire. Et toi, Alice, comment ça pour s'est pouvoir trouver passé? un logement. Moi, du coup, j'étais en terminale STD2A. Et je m'y suis prise super tôt aussi, tout simplement pour des histoires même de logement, savoir où aller. J'angoisse pas Mm. mal en général à cause de ça. Et puis pour être sûre d'avoir le plus de chances d'être prise, parce que c'est très bien que c'est toujours les premiers dossiers qui ont le plus de chances. Et alors l'accès à Langso, il faut avoir. C'est donc ils partent du même principe pour la sélection que pour Sciences Po, Henri IV, etc. C'est-à-dire que c'est un algorithme qui va d'abord sélectionner les dossiers en fonction des notes. Et alors je sais pas trop comment ça fonctionne aujourd'hui par rapport à Parcoursup.
Ouais, voilà, Parcoursup, quand j'y étais, moi, c'était un petit peu différent, mais il fallait avoir toutes ces notes de rentrée automatiquement, mais surtout, il fallait fournir un résumé de ce qu'on voulait y faire et une lettre une lettre de motivation et des lettres de recommandation. Alors moi, j'avais demandé à mes professeurs de m'en écrire et, et il faut savoir que ça, c'est analysé dans un deuxième temps. D'abord, il faut que votre dossier passe la sélection des notes. Vous ayez une moyenne suffisamment solide pour y rentrer. Pour une moyenne suffisamment solide, ça veut dire que vous ayez au moins 12 en terminale, quoi. Ça va, c'est atteignable. Voilà, 12, c'est raisonnable hein, par rapport... c'est accessible, on va dire. Alors après, par contre, ils vont regarder les lettres de motivation, les lettres de recommandation. Et si vous devez faire des lettres de motivation, il faut qu'elles soient personnelles. C'est-à-dire que vous pouvez vous inspirer des modèles qu'on trouve en ligne, mais après, il faut que ce soit des choses qui vous tiennent à cœur, des choses que vous aimez vraiment dans la vraie vie. Par exemple, si vous aimez les mangas, pour rentrer en japonais, mais dites-le, dites-le. C'est super important en fait. C'est pas du tout un truc qui va vous faire refouler à l'entrée parce que c'est les mangas, c'est la culture populaire, comme on vous laisse souvent entendre. Les profs, il y en a plein qui en lisent aussi. C'est aussi eux qui vont influer là-dessus. Donc, si vous aimez la cuisine japonaise, si vous avez de la famille là-bas, peu importe si vous aimez juste les techniques de tricotage à la japonaise, mais mettez-le dedans. Ça montrera que vous êtes vraiment intéressé par le sujet. C'est pas juste pour pouvoir aller sur Paris ou apprendre une langue asiatique. Ça montrera que vous sortez du lot. Et puis... Donc, on fait vraiment dans ce qu'on appelle aujourd'hui, ça s'appelle plus lettre de motivation, ça s'appelle parcours motivé, mais en fait, c'est la même chose. On est précis et on pose à la fois le désir d'avenir et ce qu'on a fait concrètement qui montre l'intérêt. Alors, Juliette Associée a eu un parcours assez particulier et un peu différent donc, de celui d'Alice, puisque tu es allée en immersion pendant, c'est combien, une année? Pendant 10 mois. 10 mois au Japon. Et donc, tu m'arrêtes hein, si je me trompe, je pense que tu avais commencé ta terminale, puis tu es partie et tu es revenue donc, l'année suivante pour terminer ta terminale au lycée. Et donc, c'est une expérience, bien sûr, qui a dû être extrêmement gratifiante au regard de ton parcours pour montrer ton intérêt réel. Parce que quand même, hein. Tu nous redis le nom de l'association que tu as, qui t'a permis de faire cette immersion, du coup, au Japon? C'est AFS Vivre sans frontières. Et donc, tu disais tout à l'heure, quand on discutait avant de lancer la visio, ces voyages, principalement, s'organisent avant la majorité. Oui, avant 18 ans. Avant 18 ans. Donc ça sera peut-être un petit peu tard pour Astrid pour engager ça, parce que je pense qu'elle est en terminale, mais en tout cas, pour les prochains qui regarderont la visio, c'est intéressant d'aller voir et de savoir que l'immersion est possible. Et vous aviez toutes les deux, vous aviez donc déjà, bon toi du coup oui, tu pratiquais la langue japonaise puisque tu es allée Juliette pendant une année, donc là j'imagine que c'était quand même déjà assez conséquent. Et toi Alice, je ne me souviens plus, tu avais eu une démarche d'apprentissage de la langue, je ne me souviens plus. Oui, j'ai essayé de l'apprendre toute seule depuis la troisième. Bon, on était en internat à l'époque, c'était Marie qui était dans ma chambre, qui me faisait je lui donnais mes canas et puis elle me faisait des interros surprises et puis super colloque de chambre. C'était pas comme ça qu'on avance, il y avait tellement de boulot. Et je me souviens surtout que dès que j'ai reçu la notification comme quoi j'étais prise à l'INALCO, on nous a envoyé les liens internet pour tout ce qu'il fallait apprendre avant de pouvoir rentrer, même à l'INALCO, enfin avant la rentrée quoi. Donc on avait tous les syllabaires, on avait 3 syllabaires japonais à apprendre. Bon, après franchement ça se fait dans l'été. Et moi pour ça je suis pas une acharnée du boulot, mais bon je savais tout très bien. Alice, je te connais. Non. Et après, il ne faut pas stresser non plus si vous ne savez pas le lire couramment en rentrant, parce qu'il y a au moins une semaine entière de pré-rentrée qui va servir à ça, à apprendre à le lire vraiment couramment, juste pour les sons, pas pour connaître les mots, mais arriver à lire les phrases phonétiquement, et vous n'aurez pas de souci avec ça. Vous allez rencontrer les profs, choisir vos cours, ça va bien se passer. Après, comme disait Juliette, le truc qui est super important, c'est quand vous arrivez sur Paris, parce que quand on arrive à la campagne, c'est pas évident. Moi, je venais d'un village de 180 habitants quand même.
Paris, ce qui est super important, c'est le transport et le logement. Moi, j'avais de la chance de pouvoir avoir un logement déjà de base parce que j'étais logée chez une amie d'une amie d'une amie de mes parents, au fin fond de la brousse, au bout du RER. Et ça aussi, c'est super important parce que vous allez avoir l'INALCO, c'est des plages horaires de cours assez étendues. Il y a plus de cours que dans une fac habituelle, vraiment. Et en première année, en plus, vous risquez d'en chier parce que c'est pas mal de boulot tout seul. Il faut prendre des bonnes habitudes. Donc, pour les transports, le logement, regardez à combien de temps il est de la fac, regardez combien de changements vous avez à faire. Moi, j'étais au bout du RERB, j'étais à Robinson, mais encore au bout, donc je devais marcher un quart d'heure jusqu'au bus, ensuite prendre le bus, ensuite prendre le train, ensuite prendre le métro, puis le tram. Ça me faisait 1h30 aller, 1h30 retour. Et la première année, c'était quasiment intenable, en fait, parce qu'il y avait trop de temps dans les transports, et puis on ne pouvait pas bosser parce qu'il y avait trop de changements, pas le temps de bosser. Donc, dès l'année suivante, j'ai trouvé une chambre de bonne beaucoup plus près, donc à 30 minutes de la fac, j'avais juste le bus à prendre. Et après, niveau boulot, ça s'est vachement simplifié. Et puis aussi, quand vous arrivez à l'INALCO, il y a des super associations. Il y a une super association de département japonais qui s'appelle Dejima. Allez les voir tout de suite. De toute façon, toutes les associations et le bureau de ZEB, ils sont au même niveau. Si vous avez un problème, si vous êtes perdu, si vous voulez des gens pour vous aider, si vous cherchez un tutorat, allez les voir immédiatement, ils vont vous aider, ils sont super. Et oui. c'est tas de clubs pour vous intégrer, vous faire rencontrer des étudiants japonais pour mieux échanger aussi. Pour engager sur ce que tu disais, Juliette, pareil, hein, au niveau du logement. Je me souviens que tu avais le droit normalement au Crous, n'est-ce pas? Oui, mais il n'y avait aucune chambre disponible. Voilà, tu pensais tout naturellement que ça devait te donner, ce droit devait te donner accès à un logement. Et je me souviens, puisqu'on était ensemble quand tu as reçu la réponse, comme quoi il n'y avait rien, la première réponse en tout cas, de ta surprise. Donc, on refera peut-être un petit module de visio sur ces questions d'intendance, parce que là, ça ne concerne pas seulement vous, bien sûr, mais tous les gens qui vont sur Paris. Et donc, on rassemblera un peu à ce moment-là toutes les solutions possibles et imaginables. Mais voilà, tu confirmes que loin, c'est difficile, ça se fait, mais c'est compliqué, et qu'il faut bien regarder effectivement dans le temps. Le temps de transport, en fait, à Paris, on compte en temps de transport et pas en kilomètres, ça n'a pas de sens. Et le nombre de changements, parce que le changement, ça empêche de travailler, en fait, et d'avancer. Voilà. Quand on est, par exemple, loin, mais au début de la ligne, on peut encore s'asseoir et travailler. Quand on est loin, mais que la ligne, elle a commencé avant, il n'y a pas de place pour s'asseoir, donc on rajoute la fatigue physique à une charge de travail, du coup, ça fait quand même lourd. Astrid, quant à la fac, à il y a elle... des cours qui peuvent terminer super tard, jusqu'à 22h, donc après le temps de rentrer chez soi. Faut prévoir ce genre de choses aussi, quoi. C'est vrai, tout à fait. Et Astrid, elle a testé donc quelque chose que ni l'une ni l'autre, a priori, n'aviez testé. Astrid, tu es donc au CNED en japonais, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. J'ai pu découvrir que c'était possible après un problème de santé que j'ai eu en 2018 qui m'avait obligée à travailler à distance. Et en m'inscrivant au CNED, j'ai aperçu qu'il était possible en langue vivante 3 de prendre japonais. Donc j'avais pu commencer par là. Enfin, en sachant qu'auparavant, depuis la 5e, j'étudiais le japonais toute seule, donc en autodidacte. Et quand j'ai vu l'occasion de travailler avec le CNED et d'avoir des notes qui comptent, je me suis dit pourquoi pas tenter. Et ensuite, j'ai redoublé mon année de seconde, parce que ça c'était en seconde. Je suis revenue au lycée entièrement. Et en revenant, le lycée m'a appelé en disant que je n'avais le droit qu'à 2 langues vivantes. Donc, je dis bon, je suis bonne en anglais, je suis exécrable en espagnol. Donc, je dis pourquoi pas remplacer l'espagnol par le japonais. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, depuis la seconde, oui, j'ai le japonais qui compte en 2e langue vivante. Ah, c'est bien ça. Alors, est-ce que c'est, je pèse mes mots, efficace, on va dire, le CNED? Parce que c'est quand même apprendre une langue avec un outil qui est dématérialisé. Et donc, est-ce que c'est efficace pour apprendre cette langue? Est-ce que c'est satisfaisant comme contrat, on va dire, avec le CNED? Pour le moment, c'est quand même largement plus suffisant que ce
quand j'étais en autodidacte, parce que pour se Oui. pousser à travailler et pour quand même réviser, c'est plus pratique. Après, je dirais qu'il y a quand même en effet certaines lacunes où, bon, si sur certains points, j'ai pas tout compris ou que pour s'entraîner à l'oral, en soi, il vaut mieux le faire de son côté que de s'aider avec les cours, parce que les cours sont quand même un peu légers, je pense, comparé à ce qui serait nécessaire pour correctement apprendre une langue. Mais je parle quand même déjà beaucoup mieux là maintenant que jusqu'en troisième où je me débrouille toute seule. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Le profil, il est parfaitement jouable sur Oh oui, la oui, oui, oui. formation? Oui, hein. On peut partir même ne jamais avoir appris les canas, on peut aller à l'INALCO quand même, hein. Ah Et oui, est-ce qu'on c'est l'INALCO, c'est le niveau débutant la première année, il n'y a pas de Ouais, souci. Après, si vous savez déjà parler quand même, c'est un gros avantage. C'est ouais, parce vraiment que de faciliter la le rythme est très, très soutenu, très Mhm. rapide. Oui, Et puis, même si il y a beaucoup d'élèves en fait, qui sont admis en première année, on disait tout à l'heure que l'algorithme partait d'une moyenne de 11-12 pour pouvoir rentrer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis en première année, on était 400 à être acceptés dans ma promo. Et en dernière année, on était 120. Mhm. Il y a un bon écrémage et c'est surtout à la fin de la première année, voir ceux qui arrivent à tenir le rythme. C'est D'accord. surtout ça la vraie épreuve en fait. C'est intéressant parce que ça montre que ce sont des études qui sont effectivement assez exceptionnelles, mais il y a la chance d'y aller. Par contre, la chance d'entrer, encore une fois, c'est souvent le cas à l'université, ça ne fait pas la réussite. C'est vraiment ensuite la confrontation directe de l'élève, de l'étudiant avec ses propres limites, sa capacité d'autonomie, sa capacité de travail et son engagement personnel. C'est ce qui va être le plus déterminant. Un taux d'érosion comme ça à l'université, c'est normal. C'est la liberté dès qu'il y a découverte, la difficulté sans avoir forcément un rapport de force immédiat avec un cadre très rigoureux. Bon, bah, du coup, c'est sûr qu'il vaut mieux être extrêmement motivé eu égard à la difficulté de la matière. Est-ce que tu avais, Astrid, des questions à leur poser directement? Honnêtement, non, j'avais pas préparé de questions à poser. À poser. Alors, elle va être bientôt, on va engager cette année Parcoursup. C'était pas de ton temps, c'était autre chose, Alice, mais enfin, ça change pas grand-chose au niveau de ce qu'il faut faire. Donc, le process en termes de lettres, de motivation, je ne sais pas, est-ce que tu as regardé, Astrid, s'il faut toujours les lettres de recommandation? Moi, Pour on m'en arriver avait pas sur demandé Parcoursup. déjà Ah, quand je me suis inscrite. Juliette, il n'y en avait pas. Et toi, Astrid, il y en a ou pas? Honnêtement, en études supérieures, en vrai, je ne compte pas aller en langue orientale, donc Ah, je n'ai pas regardé. est-ce que Après, il n'y a tu... pas que Lanzo qui est super bon pôle en France pour apprendre le japonais. Oui, La fac de Lyon et la fac de Toulouse aussi sont très bonnes. Or, Bordeaux, je déconseille totalement. J'ai beaucoup d'amis d'avant même le lycée qui ont été faire japonais à Bordeaux et à un moment, on s'amusait à comparer les programmes pour voir qui avançait le plus vite. mhm, Et bon, clairement, Bordeaux, c'est la grosse zone. d'accord. Franchement, ça sert à rien. Par contre, je recommande fortement Lyon et Toulouse. D'accord, ça c'est noté. Ça c'est noté. Donc, effectivement, si Paris, pour une raison ou une autre, pose un problème, un tendance ou financement, on sait que c'est pas l'unique manière de se former. Question, il y a quoi comme perspective avec la maîtrise de cette langue? Est-ce que donc, qu'est-ce qu'on fait comme métier en fait, une fois qu'on est diplômé de ces langues? Est-ce qu'il faut un autre métier dans lequel cette langue est essentielle tout simplement pour remplir la fonction? Je pense au marketing, aux sciences ou à un travail en collaboration, ou est-ce qu'il y a des métiers qui sont spécifiques et qui s'apprennent là-bas? Alors, Euh, Alice peut-être, et puis Juliette ensuite. alors, par expérience, Mhm. j'en ai plusieurs de ma promo avec qui j'ai des copines qui sont restées à l'INALCO pour faire un master japonais. Et elle, c'est pour être vraiment enseignante-chercheuse en université, parce que franchement, si on fait que japonais, il y a quand même peu de débouchés en France. Et généralement, c'est bien de faire quelque chose, soit un master professionnalisant derrière ou qui va ouvrir sur autre chose. Moi, j'ai fait un master en édition qui se Mhm. passe super bien et du coup, professionnalisant en édition. Et soit faire une licence, une double licence. C'est possible aussi, par exemple, à l'INALCO, à partir de la deuxième année, on a la possibilité de s'inscrire dans une
double licence qui est faite pour aller avec la licence principale linguistique. Donc, il y en a plusieurs. Il y a notamment relations internationales, il y en a une au commerce et didactique des langues, qui est l'équivalent du FLE, donc pour enseigner le français ou le japonais, enfin, pour enseigner n'importe quelle langue dans une langue étrangère, en fait. D'accord. Et ça peut offrir pas mal de possibilités. Par exemple, si vous voulez faire de l'assistanat avec France Éducation, c'est pas mal. Et relations internationales, c'est généralement plus pour bosser pour l'ONU, en fait. Ça forme beaucoup des interprètes et des ambassadeurs pour bosser pour l'ONU, pour les ambassades, pour tous les programmes d'échange politique aussi. Enfin, c'est super ouvert, c'est génial. Ils font beaucoup de droits, par contre, c'est une formation assez lourde. Oui. Et il y a des métiers, après, en fait, derrière, il y a quand même énormément de domaines derrière. C'est-à-dire que la langue c'est est le portail, mais derrière, il y a de la place pour des profils qui sont extrêmement différents. Et tu confirmes, Juliette, toi, tu as choisi quoi, du coup? Moi, j'ai pris didactique des langues, donc FLE. Et je voulais aussi rajouter qu'il y a un domaine de plus, c'est traitement automatique des langues que fait mon copain. Et du coup, ça, c'est plus pour soit créer des programmes de traduction automatique, soit traduire des sites dans la langue cible. Et c'est aussi assez large Alors comme là, domaine. au niveau des perspectives, si on met ensemble la rareté, malgré tout, du fait d'apprendre cette langue, et encore plus la rareté d'y être à l'aise et de la maîtriser, donc tous les destins ensuite derrière sont possibles. Il suffit peut-être d'aller, dès qu'on en a envie, d'aller fouiller un petit peu et d'aller rechercher un petit peu au bout l'ensemble des métiers qu'on peut faire, en plus et grâce et avec cette compétence d'une manière quand même assez singulière. C'est-à-dire que j'imagine qu'en anglais, même niveau d'études et même compétences dans une langue étrangère, on n'a pas immédiatement accès au même genre de poste. J'imagine. Avec voilà, un bac plus 3 en anglais ou avec un bac plus 5 en anglais, on n'est pas immédiatement amené à travailler en contact direct avec les ambassades. Enfin, je suppose qu'il faut quand même, il y a plus de concurrence, c'est peut-être moins exceptionnel comme compétence, parce que la langue est peut-être moins différente. Ouais. Après, il faut savoir aussi que l'INALCO, c'est le plus gros pôle et le meilleur pôle aussi pour apprendre le japonais de toute l'Europe. Et c'est reconnu sur la scène internationale. Du coup, si vous voulez bosser à l'étranger, c'est quand même un super plan parce que c'est le nom qui est reconnu. Je suis allée au Japon après ma licence. J'y suis restée que pendant 6 mois, malheureusement, parce qu'il y a eu le Covid. J'étais obligée de rentrer à un moment à cause des confinements, c'était plus possible. Mais j'y ai travaillé quand même un peu. Et j'ai passé des entretiens, etc. Et l'INALCO, c'est le nom qu'ils connaissent quand on vient de l'étranger. Ça dit quelque chose et ça aide à trouver du boulot, mine de rien. Voilà. Alors, dans le cadre des langues aux grandes écoles, on est bien sur ce schéma-là. C'est oui, on est landais, oui, c'est la campagne, oui, tout a l'air très, très lointain et très inaccessible. Mais en fait, non, il faut juste oser. Oser pousser les portes, oser se présenter, ou oser se confronter à ses rêves et se faire le destin dont on a envie. Et c'est possible. En plus, tous ceux qui seront avec vous dans votre promo, c'est des gens qui viennent de toute la France. Alors, oui, mais il y a pas mal de Parisiens, puisqu'ils entendent parler plus facilement, c'est plus accessible pour eux, culturellement même. Et, je pense il y a qu'ils des ont gens moins... qui sont là de toute la France, des dom-toms. Il y avait même des étudiants étrangers. J'avais des copines qui étaient italiennes. Il y en avait un qui venait du Mexique pour venir étudier là. Enfin, ça vous empêchera pas, même si vous venez du fin fond de la campagne, ça vous empêchera pas de réussir, quoi. Voilà. Oui. Même moi, je me souviens que lors d'un cours, il y avait Madame Bauer, la professeure d'histoire, en amphi, on était 300 environ. Elle nous a demandé qui sont parisiens. Il y en avait à peine 10. À la fin, tu veux dire? Parce qu'au début, ils ont l'air d'être plus nombreux, parce qu'ils connaissent tout Non, simplement, c'était non? au début, c'était en L1, en première année de licence. Donc, on ose, on y va. On vérifie comment dire, de la réalité de son engouement, que ce n'est pas juste un feu de paille, une affection comme ça, un petit peu légère, parce que malgré tout, il y a un fort engagement au niveau du travail personnel à fournir, et puis ça reste Paris. Donc, financièrement, il y a un engagement quand même aussi important pour les parents ou pour vous-même quand vous autofinancez vos études. Mais à part ces questions qui sont somme toute tout à fait normales et qui vont concerner aussi les autres études, on ne se met pas de barrière.
on prend les renseignements et puis on fonce et on laisse la sélection se faire par les gens qui choisissent et non pas nous à dire non, non, on n'y va pas parce que c'est trop haut, visons plus bas, soyons plus modestes. C'est pas la bonne manière de faire. Voilà, ces deux créatures, ces deux jeunes filles sont parfaitement la preuve que les rêves, on les réalise. On va jusqu'au bout, on les amène dans la Aussi, réalité. il faut savoir que du coup, même si le rythme est rapide, redoubler une année, c'est pas un problème et ça peut être quelque chose de tout à fait envisageable si jamais le rythme est trop soutenu. Et du coup, on peut envisager de faire les 3 ans de licence en 5 ans. C'est le maximum acceptable. Il ne faut pas forcément le voir comme quelque chose de mauvais. Et j'ai des amis même qui ont redoublé leur année. Et du coup, cette année, en fait, ils n'ont que 2 cours à rattraper, mais ils en profitent pour travailler dans un restaurant japonais et elles gagnent plein d'expérience sur plein d'autres domaines, en fait. C'est aussi ce que permet Paris, je pense, cet accès même renforcé à une culture internationale. Alors, je ne connais pas forcément la communauté japonaise, je ne sais pas s'il y en a une forcément bien organisée, si c'est aussi riche sur Toulouse, Bordeaux, Lyon, mais en tout cas sur Paris, c'est sûr, une année est extrêmement valorisante. On peut, voilà, on peut vraiment doubler cet intérêt, cette capitalisation, on va dire, ce temps qu'on prend un peu plus pour apprendre, avec d'autres choses que l'on fait à côté. Oui. Et puis, ce qui est possible aussi, justement par rapport à ce redoublement, c'est faites vos 2 premières années sans redoubler si vous pouvez, et à partir de la 2e année, si vous commencez une double licence, l'idéal en fait, c'est la 3e année de la redoubler par contre. Donc il y a une année où vous vous concentrez vraiment sur valider le japonais, la deuxième sur valider la 2e licence, Voilà. et après par exemple, vous pouvez enchaîner sur un master en relations internationales, des choses comme ça. Ça facilite tout, vous avez tout mieux intégré, les examens sont beaucoup mieux réussis, enfin vous êtes plus détendu, plus sûr de vous. Ouais, c'est Voilà vraiment un avantage. un très très bon conseil stratégique auquel on n'aurait pas forcément pensé. Ça peut aussi déstresser et montrer qu'en fait c'est une très très bonne gestion du temps et de la manière d'apprendre et d'aborder la connaissance. Il faut savoir que là, c'est vraiment pas une double licence cosmétique, hein, c'est vraiment des compétences très très fortes qui vont ensuite fusionner dans un futur destin professionnel. Puis en japonais, il faut voir aussi qu'on demande d'apprendre 1500 kanji en 3 ans. Alors, ça a l'air énorme et ça l'est. C'est vraiment, vraiment énorme. La première année, les kanji sont faciles et après, ça se complexifie. Mais vous stressez pas avec ça. Faut vraiment pas stresser avec ça. C'est pas ça qui va compter le plus. Par contre, le programme s'est allégé. Il a changé là, mon année, le programme s'est allégé. Alors du coup, là, en fait, ce qu'on fait actuellement, ce sont les kanji qu'avaient les L2 au second semestre de l'année dernière, il me semble. D'accord. Donc, ils ont épuré un peu, ils ont recentré sur les éléments les plus fonctionnels. Je pense, oui. C'est bien. C'est très, très bien. C'est bien. Parce que je sais que la plupart, le saut de 3e année, vous n'allez jamais les utiliser. Ouais. Mais ça m'a fait un peu peur parce que on a montré notre manuel à notre tutrice qui est en même année que toi, Alice, et elle s'appelle aussi Alice d'ailleurs. Et puis tout de suite, elle était là en mode oh, vous avez du retard. Et en fait, non. C'est juste. Pas, on intègre mieux en fait si on va plus lentement. Et peut-être aussi, ça va laisser les apprentissages qui sont peut-être plus approfondis ou périphériques, peut-être sur des éléments qui sont plus raffinés, plus sophistiqués. Au moment où vous en avez besoin, j'imagine que vous allez continuer à élargir ou à approfondir le domaine de compétences. Ça doit recentrer sur vraiment les choses qui sont extrêmement utiles et nécessaires pour s'engager ensuite dans une véritable vie professionnelle dont le japonais est une partie importante. Ouais. Un petit peu comme si nous, on arrêtait l'apprentissage du français à un certain niveau de finesse lexicale, et puis le reste, c'est après, autour, en plus, mais pas le fondamental. Malgré tout, donc, ah bah te voilà enrhumé. Donc on confirme, c'est possible. C'est mieux d'essayer avant, par ses propres moyens, au moins. Et au mieux, effectivement, en faisant comme ce qu'a fait Astrid, peut-être le CNED, ou ce qu'a fait Juliette
un voyage, une immersion. Là, ce que tu as fait quand même 10 mois, c'est quand même un très fort engagement. Donc là, on voit très bien que tu es allé déjà très très loin avant le bac. Mais en tout cas, de se confronter à ces rêves avant, histoire d'en vérifier la profondeur et la densité. Et ensuite, on prend les renseignements. Accessoirement, peut-être que certains étudiants et certains élèves vous se permettront peut-être de vous envoyer sur Messenger des questions précises. Parce qu'effectivement, je pense que ça fait vraiment envie et que beaucoup se discriminent bien avant et ne tentent même pas l'expérience d'aller jusqu'au bout de cette manière-là, de voir leur avenir. Un petit mot de la fin, les filles? Alors Astrid, toujours pas de questions? Honnêtement, non, je trouvais que Non. même la façon dont Juliette et Alice répondaient aux questions posées était très complète. Donc je garde ça en tête si jamais vraiment j'ai envie de poser d'orientation, mais Ouais. non, c'est complet, je trouve. Mais là, voilà, tu nous as servi de candide parce que effectivement, j'ai pas lancé l'appel dans le lycée, j'ai pas eu le temps. Et puis, je sais que de toute façon, c'est quelque chose qu'on va faire fonctionner autrement. Je pense que c'est plus une vidéo qui a sa place sur la chaîne YouTube. On entend parler de tiens, ben voilà, je te donne le lien, va regarder la vidéo. Si ça se confirme, on pose des questions en direct. C'est peut-être un peu trop particulier. Et puis, et donc, voilà, Astrid était là pour poser les questions auxquelles je n'aurais pas forcément pensé. Je regarde vite fait sur ma liste de questions si j'en ai oublié une. Profil lettres art, profil sciences, on s'adapte. C'est jouable pour les deux. Oui. La plus grosse difficulté pour vous, ça a été quoi? Alors, Alice, ça a été quoi ta plus grosse difficulté? Le rythme, apprendre à gérer ce rythme, à supporter ce rythme et à apprendre à être stratégique dans le choix des matières, pas prendre ce qui me plaît, mais ce dans quoi je réussis, regarder en fonction des ECTS, de quel prof donne le cours aussi, c'est super important. Si vous avez des conseils à demander, ce ne sont peut-être pas les mêmes quand vous y êtes rentré, quand j'y étais. Donc ça aussi, sur l'éducation, vous allez à l'association des jeunes japonais, ils vont vachement vous aider dans ce genre de choses pour vous orienter, pour trouver les profs. Parce qu'il y a des profs... Attention, ça va être public. Des profs qui savent, d'autres pas, d'autres qui sont super sympas et puis au moment des examens, ils sont vachement ambitieux. Ouais. Et ça va vous aider à les identifier avant. Ça va vous aider à mieux choisir vos matières, à mieux vous en sortir, à ne pas stresser. Et en même temps, il y a des tas de clubs. Ne perdez pas une seule chance, ne perdez pas une seule opportunité de faire des choses en dehors de la fac, même si ça n'a aucun rapport avec le japonais, pour pouvoir le mettre dans votre CV ensuite. Parce qu'il faut savoir qu'au Japon, la fac, c'est payant. C'est comme aux États-Unis, c'est comme en Angleterre et tout ça. Du coup, là-bas, ils font généralement un niveau licence. Mais déjà, s'ils ont un niveau master, c'est des perles rares. Donc, si vous arrivez jusqu'au niveau Bac plus 5 là-bas, c'est plus de chances de trouver un meilleur boulot. C'est plus facile aussi. Et puis, là-bas aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils ne font pas forcément des études en rapport avec ce qu'ils vont faire après. Ce qui importe là-bas, c'est d'avoir un diplôme avec marqué Bac plus 3. Mais le contenu, ce n'est pas forcément intéressant parce que généralement, ils sont formés par les entreprises. Ils sont formés sur le tas, en fait. Et du coup, si vous arrivez là-bas avec votre licence déjà de japonais et que vous voulez bosser, franchement, c'est faisable. Partez pas du principe que vous arrivez dans un pays où vous parlez que la langue et vous n'avez pas d'autres compétences. Mais par contre, si vous avez bossé, je ne sais pas, l'été dans la restauration, donner des cours, ça va être un gros avantage du boulot. Et toi, Juliette? Moi, en difficulté, là, actuellement, c'est le rythme de l'emploi du temps qui est très chargé sur les 3 premiers jours de la semaine, couplé avec le trajet qui est très long. Et je suis obligée de préparer mes repas pour pouvoir manger le midi. Donc, ça fait peu d'heures pour dormir. Et pour moi, c'est très important. Donc, si vous pouvez essayer de faire en sorte d'avoir un emploi du temps équilibré, ça peut être bien. Un logement plus près, au mieux, bien sûr. Oui. Le problème de Paris étant les tarifs de logement qui sont terribles, Ouais. terriblement excessifs. Et donc, à aussi tenir en compte, le Crous, c'est pas parce qu'on a droit à un logement que pour autant il y en a, ce qui est quand même une particularité
que beaucoup ont du mal à imaginer. Hein, quand on vient des Landes où la densité au mètre carré est quand même relativement éparpillée, on a du mal à comprendre que quand on a droit à une chambre et que c'est marqué sur le papier, pour autant, il n'y en a pas. Ça, c'est quelque chose qui est très, très surprenant et du coup, qui remet, bien sûr, remet en cause forcément beaucoup d'engagement. Il n'y a pas d'internat. Non. Non, aucun internat. Donc voilà, ça fera l'objet Il n'y a pas d'une d'internat et future... c'est pas l'administration qui va vous aider. Franchement, un autre conseil aussi, méfiez-vous de l'administration. Ça, c'est valable pour toutes les facs. Je pense que Ouais. Juliette l'a compris là. Juliette, le dossier perdu une fois, deux fois et qu'on finit par aller porter à la main soi-même, c'est quand même... Ça, franchement, c'est rien parce qu'à partir de la deuxième année, on choisit, il n'y a plus d'emploi du temps tout préparé, proposé, on choisit celui qu'on veut. On compose soi-même son emploi du temps, on choisit ses options en fonction de si on n'a pas déjà un cours à ce moment-là. Et l'administration ne tient pas forcément compte de cela, donc vous aurez peut-être la chance, comme moi, de vous retrouver plusieurs années de suite avec des examens de différentes matières en même temps. En même temps, bien sûr. Oui, oui. Voilà, et ils vous diront peut-être qu'ils s'arrangeront, peut-être qu'ils vous diront à vous aussi oui, bah, c'est votre faute, vous n'allez pas choisir cette option, donc tant pis, vous passez pas l'examen, vous passerez juste au rattrapage, donc vous aurez juste une chance de réussir. Donc méfiez-vous vraiment, prenez rien pour acquis. Ça, c'est un truc aussi. Le collège, le lycée, l'école primaire, on est quand même bien dorloté, on s'occupe de nous, tout est fait pour que tout soit facilité. Et à la fac, ils ne partent pas du tout de ce principe-là, ce sera à vous de vous démerder malheureusement. Mais au début, c'est difficile, et puis après, quand on a compris, et puis surtout quand on se repose sur les étudiants plus âgés, l'association des élèves, allez-y, vraiment, c'est mine d'or. Franchement, après, c'est aussi synonyme de liberté, quoi. Très, très bon conseil, Alice. En même temps, c'est ça, grandir. Hein. D'ailleurs, en parlant du réseau des élèves, il y a des réseaux sociaux, il y a une page Facebook, il y a une page Discord avec plein d'informations. Quand il y a un problème, tout de suite, il y a le délégué des étudiants qui envoie des messages pour prévenir. Vraiment, ça, faut y accéder. Hein. En plus, des fois, il y a les anciens élèves qui mettent leurs cours qu'ils ont pris les années auparavant sur le Discord. Et ça, c'est une mine d'or quand on a du mal à suivre un cours, en fait. D'accord. Oui, soit parce qu'on est loin, soit parce que momentanément, on a attrapé un virus qu'on ne nommera pas parce qu'on en a marre de lui et que donc, on ne peut plus se déplacer pour aller assister directement au cours. Et donc, ces sites, Facebook et Discord, donc là, une fois qu'on y est, on s'inscrit dans les clubs étudiants et puis c'est comme le bureau des élèves, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça, en fait. C'est comme un le Discord est complètement relié au bureau des élèves. D'accord, très très bien. Bon, je vais peut-être vous relâcher car j'avais promis que ce ne serait pas trop long à mes deux interlocutrices. J'ai juste une dernière chose à dire. C'est que moi, avant d'arriver à l'INALCO, vu qu'on m'avait dit que c'était une faculté, je pensais que c'était principalement des cours magistraux, qu'il n'y aurait pas de devoirs comme il y a en prépa, par exemple. Et en fait, il y a quand même beaucoup de prise en charge, je trouve. Il y a beaucoup de devoirs. Il y a beaucoup de TD, ça s'appelle du devoir continu normalement. Moi, il y a beaucoup de choses à rendre chaque semaine. Oui. Donc ça, il faut le savoir. Pour l'université, c'est vrai que c'est atypique. Mais en même temps, c'est un institut spécial aussi. Voilà. Techniquement, c'était une école en fait spéciale, un peu comme Henri IV, Sciences Po. Ça date de la Révolution et en fait, ça a été intégré à la Sorbonne pour des raisons administratives. Du coup, c'est pas tout à fait une fac normale. C'est pour ça que, par exemple, si vous êtes, je sais pas à qui ça va s'adresser cette vidéo, mais si vous êtes déjà dans les études supérieures, déjà en fac, les mécanismes seront peut-être pas toujours les mêmes. Méfiez-vous aussi de ça. Mais en réalité, on comprend bien que voilà, c'est aussi pour ça qu'on la met dans clairement les grandes écoles. Il y a une aura internationale, il y a vraiment une très très belle compétitivité des élèves quand ils sortent, ils sont vraiment exceptionnellement formés. Ça ne se fait pas sans travail personnel et sans un engagement très fort. Ce qui change avec l'université classique, c'est que là, cet engagement très fort, il vous est factuellement demandé, vous êtes guidé pour l'avoir, ce n'est pas de votre propre fait que vous allez travailler 3 heures en plus. C'est que là, il y a quand même des choses qui sont données, qui sont ramassées et qui sont quantifiées, ce qui aide quand même à prendre le rythme sur ces apprentissages
qui sont très différents, on va dire, de ce que vous avez appris dans votre scolarité autrement. Donc, c'est plutôt une chance supplémentaire, je pense, d'avoir ce suivi, même si c'est lourd, il faut savoir ce qu'on va prendre. Et je pense que c'est une chance supplémentaire qu'il y ait un suivi aussi dense dès le début. Sinon, je ne vois pas comment ça pourrait être performant à ce niveau-là. Enfin, ça fait peut-être la différence, effectivement, de le faire là et sur peut-être les autres universités où ça fonctionne pareil, Toulouse et Lyon. Ils ont aussi des travaux comme ça qui sont très suivis. Les TD, oui, comme tout le monde, mais... Ils en ont aussi, le programme est aussi assez dense. Après, les licences, je ne connais pas trop, c'est plutôt pour les masters, j'en connais plusieurs qui font des masters là-bas. Et ils sont super bien suivis, c'est des très bons profs. Par contre, ils sont aussi super exigeants. Et disons qu'on a les mêmes genres de problèmes de profs là-bas qu'à l'INALCO. C'est-à-dire qu'il y en a des super, mais vraiment géniaux. Et puis il y en a quelques-uns qui doivent être placés dans des offices. On ne prendra pas de nom, Alice. J'en ai pas donné. J'ai dit aussi qu'il y avait des excellents profs, très intéressants, même s'ils sont tous exigeants. Mais après, Lyon et Toulouse, je ne connais pas suffisamment pour pouvoir en parler. Mais ouais. En tout cas, le niveau d'exigence est suffisant pour tenir la comparaison et pour être un plan aussi acceptable. Je vous remercie beaucoup, les filles, de m'avoir donné à moi, mais à l'association surtout, et aux jeunes gens qui sont en train de monter, eux, leur petit parcours depuis seconde, première et terminale, de leur avoir donné de votre temps. Donc, merci beaucoup, beaucoup. Et puis, merci, Astrid, de nous avoir servi de tuteur vigilant du niveau terminal pour qu'on n'oublie pas de poser des questions, puisque, effectivement, l'enregistrement, lui, va rester. Donc, écoutez, bonne matinée à toutes, et puis on se retrouve sur le groupe Messenger. Merci beaucoup, au revoir. Merci à vous, au revoir.